Le cercle RH, notre débat quotidien. Quand une économiste rencontre un banquier, ça donne un livre. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Le titre est intéressant. Préface d'André Comte-Sponville. Alors, vous le savez, il est philosophe et pas ni banquier ni économiste. C'est qu'il y a un regard comme ça, un peu en hauteur, dans cette préface qui est très intéressante. Édition Erol. Et les deux auteurs sont avec moi. Christina Peikwiti, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste chez Natixis, conseillère du commerce extérieur de la France au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez participé évidemment activement à l'écriture de ce livre. Merci d'être avec nous. On vous écoutera parce que vous avez rencontré un banquier. Quand l'économiste rencontre le banquier, ils font un livre. Je ne sais pas qui est à l'initiative de ce livre. C'est moi. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce livre. Jacques Bessade est avec nous. Bonjour Jacques, vous êtes secrétaire général du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous avez un parcours très intéressant par ailleurs parce que vous avez eu un parcours à l'international, à Londres, en Asie. Vous avez, comme on dit, bourlingué dans la banque et vous avez écrit ce livre. D'abord, juste un petit mot au-delà du titre. C'est l'éditeur ou c'est vous qui avez créé ce titre ? C'est l'éditeur qui a eu cette idée-là. Qui est un titre intéressant, hein ? C'est l'éditeur qui a eu cette idée-là et le livre, c'est effectivement la rencontre de deux personnes. Ça a commencé par une discussion autour d'une table et où on s'est rendu compte qu'avec deux angles de vue différents, celui de l'économiste, celui du praticien de la banque, on avait sur les sujets du moment des analyses qui étaient en réalité les mêmes et sur la façon de regarder l'avenir également des perceptions qui étaient les mêmes, des suggestions qui étaient les mêmes. C'est un livre, pour le dire, puisqu'on commente aussi votre livre, on va parler économie, banque et transformation du monde, parce que c'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre de prospective, puisqu'à la fin, vous nous donnez quelques clés comme ça pour que les banques soient saines et vertueuses. Il y a quand même l'idée des répétitions qui finalement s'accumulent, des crises financières, celle de 29, de 2008. L'histoire des crises est celle d'une vie au-dessus de nos moyens financiers, organisationnels et climatiques. J'ai appris plein de choses. Est-ce que toutes ces crises se ressemblent ou est-ce qu'elles sont toutes différentes ? Et est-ce qu'elles ont, excusez-moi, c'est une double question, toutes produit les mêmes effets ? La crise de 1929, celle de 2008 et celle de 2019 se ressemblent parce que ce sont des crises mondiales d'une très grande amplitude qui ont les mêmes effets. Donc on a une incertitude très élevée au démarrage de la crise. Par la suite, on a une baisse drastique du commerce mondial. Et une inflation, puisqu'il y a le débat de l'inflation qui revient en France, voilà. Moins importante. Après l'inflation, je parlerai après. Et donc, en troisième point, donc, il y a une hausse des inégalités qui s'accompagne donc de la hausse du risque politique. Donc, du populisme, vous utilisez le mot. Oui, c'est tout à fait, c'est le populisme. Après, on voit que comme la crise de 2008 a été mieux gérée que celle de 1929, le populisme est monté, mais moins, il n'a pas déclenché une guerre. Donc, mais il a provoqué et créé des Trump. Il a provoqué le Brexit. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les pays où la crise a commencé s'en sortent le mieux. Donc, c'est le cas des États-Unis pour 1929-2008, c'est le cas de la crise pour le Covid. Et donc, c'est l'Europe qui paye la facture. Ouais. Il y a quand même dans ce livre aussi un livre d'histoire où on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des points très précis. Vous donnez le déclenchement de cette crise de 29. Un homme dit non, on ne va pas renflouer cette banque United States, Bank of United States, qui dit je renfloue pas. Et quelqu'un lui dit mais attendez, c'est une énorme bêtise de ne pas le faire. Et il s'obstine et il ne renfloue pas. Et on provoque cette crise, on est d'accord ? On est d'accord, c'est-à-dire une sorte d'obstination humaine. Que ce soit la crise de 1929 et celle de 2008, elles ont commencé par la faillite d'une banque qui aurait pu être sauvée. Et c'était une banque qui était solvable, mais pas liquide. C'est-à-dire, on aurait pu la sauver, mais c'est effectivement quelqu'un qui dit non. En 29, auparavant, il y avait eu des banques qui avaient été sauvées, vous le dites. Absolument, et comme en 2008 aussi. Mais pourtant, on a laissé la Banque des États-Unis faire faillite donc en 1930 et Lehman Brothers en 2008, alors qu'à chaque fois, les dirigeants de ces banques ont dit que les répercussions seront mondiales. Dans ce livre, et je me tourne vers le banquier, parce que c'est un livre à quatre mains, et je ne sais pas si tout s'est bien passé pendant l'écriture, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes posé des questions sur le plan, je dirais, intellectuel. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. Il y a une forme comme ça, pas de mea culpa, pas du tout, mais d'un peu de réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que le peuple, souvent, accable les banques en disant « mais elles sont responsables de tout, les économistes se trompent tout le temps, et les banques doivent être encore plus serrées ». Vous dites « oui, c'est vrai ». Vous ne niez pas d'ailleurs cela.
mais vous dites attention. C'est un peu ça le message du livre. On peut taper fort sur la tête des banques, mais on aura toujours besoin des banques. C'est un peu ça le message. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que les banques n'ont pas bonne presse en général. Ça dépend des pays. En tout cas, en France, elles n'ont pas très bonne presse en général. Et tout ce qui est financier est un petit peu suspect. On souhaite aussi dans ce livre, c'est en partie d'ailleurs la partie historique, rappeler ce que c'est que le métier des banques, le vrai métier des banques qui existe depuis très longtemps et qui consiste à gérer l'épargne de ceux qui en ont et le diriger vers les besoins de ceux qui n'ont pas d'épargne mais qui ont besoin d'investir. Souvent l'épargne, c'est plutôt des personnes individuelles et les besoins, c'est plutôt des entreprises, des États, des constructions d'infrastructures, etc. Et c'est ça le métier de base de la banque. Et celui-là... Métier dangereux, parce que... Métier dangereux. Philippe Lebel, vous le dites dans le livre, celui qui prêtait, on l'a tué, comme ça, on effaçait la dette. C'était réglé. À l'époque, c'était réglé. C'est une façon physique d'effacer la dette. Il n'y avait plus de dette. Voilà. On la faisait pas rouler, comme on dit. Qui existe moins aujourd'hui, on peut s'en réjouir, mais qui montre que déjà, à l'époque, on n'avait pas toujours une très bonne opinion des banquiers. Et ce besoin, il est là, il continue d'exister, et donc la nature de financier de l'économie que jouent les banques, elle ne va pas disparaître et elle est utile. Maintenant, comme beaucoup de métiers, il peut être bien ou mal exercé et il peut y avoir des dérives, et il faut reconnaître qu'il y a eu, à certains moments dans l'histoire des banques, avant les grandes crises notamment, des dérives qui ont amené à cette crise. L'économiste que vous êtes, ces crises quand même s'accompagnent d'un appauvrissement des populations, d'une manière assez claire, automatiquement. Enfin, on pense à celle de 29 et ces fameuses brouettes pour aller acheter une baguette de pain en Allemagne, qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale. 2008, on voit cette espèce de fragilisation des économies, moins forte que celle de 29. Est-ce que, pour être plus près de notre histoire contemporaine, la crise Covid peut provoquer, puisqu'on est encore trop près de la sortie de cette crise, puis on nous annonce d'ailleurs une 5e vague qui fait que nous rentrons de nouveau dans une crise, donc tout ça est incertain. Est-ce qu'on peut imaginer les mêmes conséquences à cette crise Covid ? C'est-à-dire, vous nous dites populisme, appauvrissement des populations, danger de guerre, puisque c'est de ça dont il est question. Est-ce qu'on peut comparer comme cela la crise Covid ? La crise Covid, elle n'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire, mais qui est globale. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses, parce que chaque crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Et il est très important de faire une réelle redistribution des richesses, parce que Talleyrand disait que la barbarie est toujours à deux pas, rôde autour de la civilisation, et dès qu'on lâche Pierre revient, et c'est tout à fait ça. On en est là. On en est là, on est à ce moment, mais je pense qu'après c'est une histoire vraiment je parle beaucoup de ce qui est culture, parce que c'est une histoire de culture et c'est une histoire aussi de pauvreté. On peut comprendre, le populisme est un signe de détresse de la population. Un signe, parce que c'est une population qui était pauvre et qui s'est encore appauvrie. Jacques Bessade, l'intérêt de ce livre, c'est que ce n'est pas un livre technique sur les métiers de la banque ou sur la technique. C'est un livre qui fait des navettes permanentes entre l'histoire, la vie économique, la vie politique. Vous êtes d'accord, vous êtes, j'imagine, totalement en ligne avec ce que dit votre co-auteur. On fait comment pour éviter les drames que l'on a en mémoire? Je pense au drame de la crise de 29 entraînant la Seconde Guerre mondiale, l'appauvrissement et la montée des populismes, le Brexit. Est-ce qu'on est capable d'arrêter la machine là? C'est un sujet fondamental. Oui. Il faut tirer les leçons des crises et il faut, c'est ce qu'on a essayé de faire parce que ça nous paraît très important, prendre une vision d'ensemble du sujet qu'on a à traiter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a nourri nos discussions, c'est ce qui a fait que parfois on n'était pas d'accord et on a eu besoin de se convaincre l'un l'autre pour co-signer un certain nombre de propositions, par exemple. Oui, parce qu'à la fin, il y a des propositions. Et le propre de ce livre, vous le soulignez, merci Arnaud, justement, c'est qu'il n'est pas très technique, mais il essaye d'embrasser assez large. Alors les super techniciens trouvent que c'est pas assez technique, mais ce qui nous a paru intéressant à nous, c'est d'avoir cette vision large. Parce qu'il y a des questions de société, il y a des questions d'évolution culturelle, sociale, politique, qui
explique les situations dans lesquelles on est. Et essayer de résoudre le sujet uniquement en s'attachant aux problèmes financiers quand on a une crise financière. C'est une vision globale du système que Voilà. vous avez essayé d'embrasser. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. Et il faut bien voir que les sujets financiers, les banques, le rôle des banques, etc., sont très liés à l'état de l'économie en général, qui lui-même est lié à l'état de la société en général. Il ne peut pas y avoir de banque qui aille bien dans une économie qui va mal. Et donc, on doit regarder les choses dans l'ensemble. Et dans la crise que nous traversons en ce moment, qui est une crise d'origine sanitaire, une partie de la réponse est d'origine sanitaire également. Elle est dans le fait d'avoir une santé qui est mieux gérée, de façon à mieux résister aux problèmes sanitaires. Dans le livre, vous le dites, parce que c'est important que vous l'écriviez, je suis persuadé que c'est vous qui avez tenu la plume à ce moment-là, vous dites, c'est vrai que les banques ont fait des erreurs au cours de l'histoire, et je ne le conteste pas, mais elles ont été en première ligne sur le financement des PGE, elles ont été agences ouvertes, puisque c'était des produits, des métiers de première nécessité, donc les banques ont répondu présent, et elles n'ont jamais autant travaillé, il faut quand même le redire, pour écrire, façonner ces PGE que vous avez fait, enfin les banques et vos collègues, en une quinzaine de jours. C'est-à-dire que ça aussi, c'était une petite révolution. Quand on voit l'épaisseur d'un prêt, 1,50 m de papier, enfin, il suffit d'avoir fait un emprunt pour s'en rendre compte, il y a une agilité quand même des banques à ce moment-là. Il y a une très grande agilité. Les banques ont conscience qu'elles ne vivent que parce qu'il y a une économie autour d'elles. Et leur sort est lié à celui des gens à qui elles ont prêté. Donc c'est un intérêt complètement partagé. C'est vrai qu'elles ont mis en place les PGE que l'État a institués en prenant une part de responsabilité très forte pour que ça aille vite. Elles ont aussi, la plupart d'entre elles, les nôtres en particulier, sans même attendre les PGE, prorogé un certain nombre de crédits automatiquement vis-à-vis de leurs clients pour être à leur côté dans ce moment d'inquiétude, d'incertitude. De guerre, hein, ce sont les mots du président. Nous étions entrés en guerre. Tout à fait. C'est un mot qui résonne encore à l'aune de votre livre. Un président, face caméra, dit « nous sommes en guerre ». C'est assez troublant quand même ce mot. Vous avez eu ce sentiment là, vous aussi, en écoutant le président? Parce que là, vous nous parlez de guerres qui font des millions de morts. Là, aujourd'hui, elle tue cette guerre, mais elle tue des malades. Elle ne tue pas avec des canons. On est quand même dans une situation très différente malgré tout. Est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré les choses? D'une certaine manière, les crises se sont enchaînées parce qu'en 1929, l'Europe a perdu à tout jamais la première place mondiale. Après, on peut toujours la reconquérir. Après, en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a payé la facture de la crise financière avec la santé des Français et avec le système de santé français, parce que c'est là qu'il y a eu des coupes budgétaires énormes pour les hôpitaux. Et des déficits, il faut qu'on en parle, qui se sont creusés, évidemment. Voilà, tout à fait. Et aussi, si vous regardez la base de données de l'OCDE, vous pouvez voir que la santé des Européens s'est dégradée après la crise de 2008. Il y a le surpoids qui monte en flèche, parce que il y a de la pauvreté qui monte. Néanmoins, elle a été bien gérée dans l'immédiat. Mais à moyen terme, le populisme a surgi. Vous l'évoquez, hein, la question du surpoids, la question aussi du travail de prévention que l'on ne fait pas assez, en vous appuyant même, j'ai trouvé ça assez magique d'ailleurs, vous évoquez les civilisations chinoises et la manière dont les Chinois ont soigné leur corps préventivement. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui chez nous, on est dans une médecine très allopathique. Revenons à la banque et j'allais dire à leurs salariés, parce que les banques, c'est aussi des collaborateurs. Vous dites, les femmes ont payé très cher cette crise Covid, ça vous l'écrivez, elles ont été les premières, en première ligne, elles l'ont payé cher. Et puis vous dites deux choses à travers cette situation, c'est le télétravail, il s'est institutionnalisé, on ne reviendra plus en arrière. Alors vous parlez, j'imagine, de tout le monde, mais vous parlez aussi de l'espace professionnel dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que les banques sont elles aussi impactées par cette transformation. Oui, c'est vrai. C'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les crises, qu'elles accentuent des différences qui existaient précédemment. Elles mettent en valeur des mouvements qui étaient déjà à l'œuvre et qui brusquement sont révélés au moment de la crise. La situation des femmes fait partie de ces exemples. La situation du télétravail aussi. Le télétravail, il existait. Il y avait déjà une aspiration, il y avait des gens qui en faisaient plus ou moins. À faible dose. Voilà, à faible dose. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'était considéré comme un accommodement qu'on accordait à certains. Voilà, on le tolérait plus qu'on ne le promouvait. Et brusquement, on a été forcé de se mettre en télétravail. Lorsque vous parliez du terme de guerre qui a été employé par le président de la République, c'était un peu ça qu'il voulait dire. On rentre dans un monde différent où il faut s'organiser de façon radicalement différente. Et le télétravail a été pour beaucoup d'entreprises la façon
de répondre à cela. À noter qu'en ce qui concerne les banques, justement, les gens qui étaient dans les agences ouvertes, ils n'étaient pas en télétravail. Eux, ils étaient sur le front, Oui, si j'ose accueillir dire, le public. Ouais. à côté de leurs clients qui se demandaient comment ils allaient pouvoir faire à leur fin de mois, faire face à leur fin de mois. Pour les grandes entreprises, pour notamment la partie siège des grandes banques, pour les services là, il y a eu télétravail. etc. Là, il y a eu une généralisation du télétravail dont on s'est rendu compte brusquement que c'était possible et que les choses pouvaient marcher massivement avec le télétravail. Il y a son versant très négatif, on parlait des guerres, des morts, mais c'est aussi des accélérateurs de transformation, les crises. Parlons Europe. Et parlons BAL 3, parce que ça a un impact sur les Français, sur les salariés. On nous dit, et vous le savez mieux que quiconque, un BAL 4 se prépare, c'est-à-dire de nouvelles règles contraignantes qui vont peser sur les épaules des grandes banques, dont la BPCE évidemment fait partie. Déjà dans votre livre, vous dites, attendez, nous, on en a un peu marre qu'on nous dise le cap que l'on doit tenir, là où on doit aller. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des panneaux de signalisation sur la route, que la route soit sécurisée, mais qu'on nous laisse investir, spéculer si on le souhaite, enfin développer notre richesse. BAL 4 a l'air plus sévère. Enfin, j'allais dire, vos incantations n'ont pas été entendues chez ceux qui négocient BAL 4. Enfin, je m'autorise à vous le dire, cher banquier économiste. Oui, mais on ne vous a pas entendu encore. Pas encore. Et de toute façon, il se passe beaucoup de temps. Vous voyez, les réglementations que certains appellent BAL 3, certains appellent BAL 4, des réglementations qui des fonds propres, qui fait qu'il faut être solide. Voilà, qui sont en train de se finaliser en ce moment. C'est la réponse à la crise de 2008. Elles sont en train de se finaliser en ce moment avec une période de mise en œuvre qui va durer jusqu'en 2032. 2008-2032, 24 ans. C'est quand même long par rapport à des cycles économiques, par rapport à des crises, etc. Et entre-temps, on a eu le Covid. Et entre-temps, on a eu le Covid. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a un empilement de règles, des règles de plus en plus touffues, des règles de plus en plus précises, qui limitent l'agilité des banques. Or, vous êtes en charge des risques à la BPCE par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais parce que secrétaire général, c'est un titre chapeau, mais vous êtes en charge des risques. J'ai suivi les risques aussi, je continue de les regarder, et puis c'est une responsabilité collective. En réalité, dans une banque, tout le monde s'occupe de risques, y compris le directeur d'agence qui a des clients à qui il a prêté pour qu'ils achètent leur maison. Jusqu'au bout de la chaîne, bien sûr. Jusqu'au bout de la chaîne. Il y a une solidarité, et ça fait partie, c'est une des constituantes, les risques du métier de banquier. Et ces réglementations extrêmement précises qui s'empilent les unes sur les autres, avec en ce qui nous concerne un niveau français, un niveau européen et puis des réglementations mondiales comme les réglementations de Bâle. Ce dont on parle en ce moment, c'est de leur déclinaison à l'intérieur de la zone euro. Elles mettent du temps à être écrites et bien souvent, quand elles arrivent, elles ne répondent plus à la situation du moment, mais à la situation. Elles sont décalées. Voilà. Et c'est un peu inévitable dans ce genre de négociations. Alors si elles sont très précises, du coup elles sont très contraignantes, et il est difficile de faire preuve d'agilité avec un corps de contraintes qui est extrêmement touffu. En vous donnant des objectifs précis à tenir, et vous dites, laissez-nous donc... Je vous pose la question, parce qu'il y a un débat un peu philosophique sur... À partir de 2008, certains se sont dit, les banques... Il faut les observer, il faut les contraindre. Elles font trop de bêtises, elles ont titrisé, elles ont joué avec des titres qui n'étaient pas sains. On se souvient de cet immobilier où les gens achetaient à crédit des maisons, puis tout s'est effondré. Puis ces titres se sont disséminés un peu comme des cancers dans le marché, sur le marché. Elle a raison, l'Europe, de serrer la vis aux banques ou au contraire, on devrait laisser plus de liberté, plus de marge de manœuvre. En un mot, faire confiance aux banques. Pour revenir à nos premiers mots du début, où les Français disent, attendons, les banques, elles sont cupides, elles se servent sur nous. Cette espèce de tiage-là, où vous situez-vous là, sur cette question-là ? Donc, il est vrai que la crise de 1929 et 2008 sont dues au financement de l'immobilier par les banques commerciales pour des clients de plus en plus risqués. Pauvres, pour le dire simplement. Voilà, tout à fait. Donc, les sous-premiers, subprime. Moi, je considère que l'union bancaire est une très très belle avancée et c'est ce qui a permis aux banques d'être en excellente santé et d'être capables de financer donc les entrepreneurs et les personnes physiques lors de la crise et maintenant qu'elles financent la relance. Donc c'est grâce à l'union bancaire. De Jean-Claude Juncker. De Juncker, oui. Un mot, il nous reste peu de temps, mais il nous en reste un tout petit peu. Souvent, on fait le procès aux banques d'être déconnectées de l'économie réelle.
c'est un procès qu'on lui fait, qui est peut-être pas d'ailleurs totalement faux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'argent qui tourne sur elle-même sans finalement venir nourrir l'économie. Vous, à la fin de ce livre, vous avez fait le pari, alors c'est presque et je le dis sans humour, c'est presque un guide qui pourrait aider les candidats à l'élection présidentielle, parce qu'il y a des propositions extrêmement concrètes. Je pense notamment, alors c'est un sujet qui n'avance pas, mais que vous soulevez, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, créateur d'emplois, bon pour l'économie. Ça, c'est une des propositions, parce que votre philosophie, c'est une croissance saine dans un monde sain. C'est ça, votre punchline. Et dans ces propositions, il y a notamment la rénovation des bâtiments. C'est bien ça. Tout à fait. Les banques ont parfois fait des erreurs. Les crises que Christina évoque, à l'origine, ce sont de mauvaises décisions de crédit. Alors ensuite, ça s'est répercuté en Europe, la crise de 2008, des subprimes, etc. Mais à l'origine, il y a des gens qui, aux États-Unis, ont prêté de l'argent à des personnes qui n'étaient pas capables de rembourser. C'est le métier de base de la banque qui a été mal fait, en réalité. Et on a titrisé, c'est-à-dire qu'on a créé des titres sur... c'est-à-dire qu'on a répandu ça auprès d'autres personnes, et ceux qui ont payé les pots cassés, c'était parfois des banques européennes qui avaient acheté des titres sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Les titres toxiques. Mais ce n'était pas les banques européennes qui, par elles-mêmes, s'étaient prêtées à cet exercice de subprime, par exemple. Alors, ce qu'on dit à la fin, effectivement, pour essayer d'avancer des propositions qui soient concrètes et qui répondent aux questions du monde d'aujourd'hui, aux défis qu'on a face à nous, la rénovation, par exemple, de notre parc de bâtiments, individuels ou collectifs, c'est que les banques aujourd'hui, par l'effet de la réglementation qui a été mise en place, BAL 2, BAL 3, etc., elles sont, notamment en Europe et notamment en France, solides, avec des capitaux qui sont des fonds importants, propres solides, des fonds propres qui sont là, donc elles sont particulièrement solides, et les épargnants ont beaucoup d'argent et en France en particulier. En ce moment, et en France en particulier. Et donc il y a des moyens financiers qu'on peut mobiliser. C'est une grande différence avec les crises précédentes où les banques qui étaient à l'origine de la crise étaient en mauvaise posture. Aujourd'hui, elles sont en bonne posture. Aujourd'hui, il y a de l'épargne qui est là, qui est disponible. Donc c'est bon pour l'économie. Enfin, c'est bon pour notre économie. C'est bon pour l'économie et c'est bon pour financer ce qu'on a besoin de financer, qui est par exemple la rénovation du parc de bâtiments. Et les sommes que les banques mettent en jeu sont des multiples de ce que l'État, qui souhaite pousser à une économie plus vertueuse, plus écologique, etc., peut mettre par lui-même. Sur la transformation et la révolution de notre société, crise climatique, Glasgow, signal d'alarme, pour ne pas dire le 10e signal d'alarme, le monde bascule. Et il faudra financer, ce sont des investissements longs et très lourds. On aura besoin des banques. Vous êtes sur cette ligne-là ? Oui, absolument. Dans les investissements, dans les fonds d'investissement. Oui, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est bien qu'on a eu l'union bancaire avant, parce que maintenant on est prêt. Oui, voilà. Parce que maintenant on est prêt pour ce 21e siècle, parce que en fait, la crise du Covid est vraiment la première crise complète, globale, qui est autre que financière. Comme 1914 a démarré le 20e siècle, c'est ce que disent les historiens. C'est la même idée. C'est la même idée. Vous considérez que cette crise préfigure le début d'un nouveau siècle. Excusez-moi, on est dans l'ère du déclinisme. Vous avez vu, il y a deux camps aujourd'hui. Il y a ceux qui croient que la France va se relever, puis il y a ceux qui pensent que la France ne va pas se relever. J'ai le sentiment... Alors, ce livre est mitigé, parce que le constat que vous faites, quand on lit l'histoire, elle nous fait peur. Est-ce que vous êtes décliniste, pessimiste ou optimiste ? La France est toujours relevée. Elle va se relever et je pense que l'Europe redeviendra la première puissance mondiale. L'Europe. Oui, parce que c'est l'Europe, c'est la dimension européenne. C'est une question de taille. Voilà. Donc devant la Chine et les États-Unis, il faut avoir la taille critique et l'Union européenne là. Vous êtes optimiste ? Ni déclinisme, ni rabougrisme, mais optimisme, réalisme et volontarisme. C'est ça qu'on souhaite mettre en avant dans notre livre, dans notre propos. On a beaucoup de moyens aujourd'hui, y compris les banques, mais pas seulement, une prise de conscience qui est arrivée avec la crise du Covid. On s'est rendu compte que nous étions individuellement mortels et que notre planète, peut-être aussi, notre espèce, bon. Donc il y a eu une prise de conscience. Ça aussi, c'est une marche inéluctable. C'est comme le télétravail d'une manière mondialisée. On va automatiquement vers un monde plus vert et décarboné. Ça, c'est un enjeu fondamental, vous êtes d'accord ? Mais qui va nécessiter des milliards et des milliards d'euros. Encore une fois, on retombe sur la question du financement. Où est l'argent ? Il est dans les banques. C'est là qu'il faut mobiliser les énergies, diriger, et parfaitement légitime, d'avoir des politiques publiques, d'avoir des politiques industrielles, et pour diriger l'argent de l'épargne vers ce qui est utile à la société. Vous êtes d'accord, Christina ? Sans vous faire re-rentrer dans l'histoire du populisme que vous traitez historiquement,
Vous disiez tout à l'heure, Talleyrand dit, mais il faut se méfier parce que le populisme rôde comme ça autour des démocraties. On est un peu dans cette situation. C'est quoi notre avenir, notre levier d'avenir? C'est de transformer la planète, de rendre plus vivable notre planète pour éviter des risques de populisme, et j'allais dire de guerre, sans être noir. Oui, et de cette manière aussi, on passe à une autre étape parce que tout ce qu'on a fait provient de la révolution industrielle. Eh oui. Et donc, polluante donc. Et donc là, il y a un changement de paradigme, mais qui est tout à fait bénéfique, qui va créer de l'emploi. Sur une durée longue. Sur une durée longue. C'est pas dans 5 ans, il faut le dire. C'est long, la transformation, passer d'un moteur thermique au moteur électrique. Après, quand on voit tout ce qui a été inventé pendant les années folles, ben, si on prend la même dynamique, tout notre monde peut changer, peut s'améliorer. Et il est sûr que dans un monde prospère et où les gens sont bien soignés, où il y a du bien-être, il n'y a pas de populisme. C'est tout l'enjeu, évidemment. Le financement aussi de notre système de santé que vous évoquez aussi largement à la fin, parce que ces questions-là, elles sont posées sur la notion de prévention, je leur dis, parce que ce n'est pas un livre uniquement pour acheter des médicaments en pharmacie, mais c'est aussi pour anticiper notre manière de bien vivre. C'est un livre passionnant parce qu'il ne traite pas que d'économie, je vous le dis, c'est un livre grand public. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Christina Peccuti, mais décidément, j'ai Peccuti, vous êtes économiste chez Natixis, et Jacques Bessade, secrétaire général de la BPCE, livre à 4 mains, Comment sortir plus fort de la crise, édition Erol. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Comment maintenir à domicile des personnes âgées? C'est une question fondamentale et on en parle avec notre invité. Il va nous rejoindre.